Elle ne s'est pas éteinte d'un coup, non. C'était plus subtil que ça, plus cruel aussi. Au début, elle était vivante, tellement vivante qu'elle illuminait les pièces où elle entrait. Elle avait des rêves plein les yeux, des projets qui dansaient sur ses lèvres. Elle parlait fort, riait plus fort encore. Elle était entière. Puis, le mariage est arrivé, pas comme une prison qu'on voit se construire, mais comme une brume qui s'installe doucement. D'abord, c'était juste des petits ajustements. Tu pourrais parler moins fort, chérie. Cette robe, elle est un peu trop, tu vois? Tes amies, elles sont sympathiques, mais... Elle a commencé à baisser le volume, pas juste de sa voix, mais de tout son être. Chaque oui qu'elle disait pour éviter un conflit était un morceau d'elle qui s'effaçait. Chaque silence qu'elle choisissait pour garder la paix était une partie de son âme qui se taisait pour toujours. Et le pire, c'est qu'elle croyait que c'était ça l'amour, que s'adapter, c'était aimer, que disparaître, c'était faire de la place à l'autre. Personne ne lui avait dit que l'amour, le vrai, ne demande jamais à l'autre de devenir transparent. Elle est devenue experte dans l'art de ne pas déranger, de sourire quand elle avait envie de crier, de dire « ça va » quand tout s'écroulait. Elle est devenue si douée pour jouer le rôle de la femme parfaite qu'elle a oublié qui elle était avant de porter ce masque. Un jour, elle s'est regardée dans le miroir et n'a pas reconnu la femme qui la fixait. Les yeux étaient les mêmes, mais la lumière derrière, elle s'était éteinte. Combien de femmes se regardent ainsi chaque matin? Combien continuent à sourire en sachant qu'elles sont devenues des fantômes dans leur propre vie? Le silence n'est pas toujours l'absence de bruit. Parfois, c'est le cri étouffé d'une femme qui a appris que sa voix dérange. Et dans ce silence, elle disparaît, lentement, sûrement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de celle qu'elle était. La prison n'a pas de barreaux. C'est ça le piège. Elle se construit avec des « c'est normal », des « toutes les femmes font ça », des « c'est comme ça dans un couple ». Brique par brique, excuse par excuse, jusqu'à ce que les murs soient si hauts qu'elle ne voit plus le ciel. Au début, c'était des compromis, nobles même. Elle cuisinait ce qu'il aimait, regardait ses films, écoutait ses histoires de bureau pour la 100e fois. Elle pensait que c'était de la générosité. Elle ne voyait pas que la balance penchait toujours du même côté. Puis, les compromis sont devenus des habitudes. Les habitudes sont devenues des règles non écrites. Et les règles sont devenues sa vie. Elle se levait plus tôt pour préparer son café. Elle se couchait quand il allait sommeil. Elle mangeait quand il avait faim. Son temps n'était plus le sien. Son corps suivait le rythme d'un autre. Le plus pervers dans cette prison, c'est qu'elle l'a construite elle-même, avec ses propres mains, avec son propre consentement silencieux. Chaque fois qu'elle ravalait une objection, chaque fois qu'elle disait « ce n'est pas grave » alors que si, c'était grave, chaque fois qu'elle choisissait sa fatigue plutôt que le conflit. Elle est devenue la gardienne de sa propre cellule, la plus zélée, la plus dévouée. Elle anticipait ses besoins avant qu'ils ne les expriment. Elle réglait les problèmes avant qu'ils apparaissent. Elle était devenue si efficace dans son rôle de bonne épouse qu'il ne voyait même plus tout ce qu'elle faisait. L'invisible est devenu sa spécialité. Et quand parfois, épuisée, elle osait dire « j'en peux plus », il la regardait avec une sincère incompréhension. De quoi se plaignait-elle? Il ne lui demandait rien. C'est vrai, il ne demandait plus. Tout était devenu automatique. Elle donnait avant qu'on ne lui demande. Elle s'effaçait avant qu'on ne lui reproche d'exister. La prison parfaite est celle où la prisonnière croit être libre, où elle pense que ses chaînes sont des bracelets qu'elle a choisis, où elle confond routine et amour, sacrifice et dévotion, épuisement et normalité. Combien de femmes vivent dans ces prisons invisibles? Combien sourient derrière leurs barreaux de « c'est comme ça ». Ce qu'on lui a vendu comme de l'amour avait le goût amer de la domination. Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais. Cette phrase, elle l'a entendue si souvent qu'elle est devenue la bande-son de sa vie. Si tu m'aimais, tu ne sortirais pas ce soir. Si tu m'aimais, tu arrêterais de voir cet ami qui me déplaît. Si tu m'aimais, tu ne porterais pas ça. Si tu m'aimais, tu disparaîtrais un peu plus. L'amour était devenu une monnaie d'échange, un chantage émotionnel permanent.
Elle payait le prix de cet amour avec des morceaux d'elle-même. Sa liberté contre un sourire, son opinion contre la paix, ses rêves contre l'approbation. Le plus tragique, elle croyait que c'était noble, que se sacrifier, c'était la preuve ultime de son amour. Personne ne lui avait dit que l'amour véritable ne demande jamais de preuves. Il ne teste pas, il ne mesure pas, il ne compte pas les sacrifices. Mais le sien, il comptait tout. Chaque sortie était négociée, chaque décision était supervisée, chaque joie qui ne venait pas de lui était suspecte. Il l'aimait, disait-il, mais cet amour ressemblait étrangement à de la possession. Il voulait tout d'elle, son temps, son énergie, ses pensées. Et surtout, il voulait qu'elle n'existe que par lui, pour lui. Elle a appris à demander la permission pour des choses qui ne devraient jamais en nécessiter. « Je peux aller voir ma mère ce week-end ? Ça te dérange si je prends ce cours de danse ?» Elle demandait la permission d'exister. Et quand il disait oui, elle était reconnaissante qu'on lui accorde le droit d'être encore un peu elle-même. Le contrôle s'est fait si subtilement qu'elle ne l'a pas vu venir. D'abord, c'était de l'attention. « Je m'inquiète pour toi. » Puis c'est devenu de la surveillance. « Où étais-tu ? Avec qui ? Pourquoi tu ne m'as pas répondu tout de suite ?» L'inquiétude est devenue suspicion. L'attention est devenue obsession. Et elle justifiait, elle expliquait, elle rassurait. Elle est devenue experte dans l'art de prouver son innocence pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Elle marchait sur des œufs dans sa propre maison. Elle anticipait ses humeurs, ses réactions, ses colères. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la soumission déguisée en dévotion. Mais qui ose dire ça à une femme qui croit aimer ? Ses rêves ne sont pas morts d'un coup. Ils se sont éteints comme des bougies qu'on souffle une à une, dans l'indifférence générale. Le premier à partir, c'était ce voyage qu'elle voulait faire seule. « On ira ensemble un jour », avait-il dit. Mais « ensemble » voulait dire « jamais », parce qu'il n'aimait pas voyager, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent, parce que ses rêves à elle passaient après tout le reste. Puis, c'était cette formation qu'elle voulait suivre. On n'a pas les moyens, alors qu'il venait de s'acheter une nouvelle voiture. C'est pas le bon moment, alors que le bon moment ne venait jamais. Tu n'en as pas vraiment besoin, comme s'il savait mieux qu'elle ce dont elle avait besoin. Un à un, ces projets sont devenus des peut-être plus tard. Et plus tard est devenu jamais. Elle a rangé ses pinceaux dans un carton au grenier, fermé ce compte épargne pour son projet d'entreprise, refusé cette promotion qui demandait trop de déplacements, annulé ce café avec cet ami qui l'encourageait trop à vivre. Elle est devenue experte dans l'art de minimiser ses désirs. C'était pas si important. J'ai changé d'avis. Je préfère me concentrer sur nous. Mais la vérité, c'est qu'elle avait appris que ses rêves dérangeaient, qu'ils prenaient trop de place, qu'ils la rendaient trop indépendante, trop vivante, trop elle-même. Le plus cruel, c'est qu'il ne lui a jamais explicitement interdit quoi que ce soit. C'était plus subtil. Un soupir quand elle parlait de ses projets, un silence quand elle partageait son enthousiasme, une moue quand elle montrait sa joie pour quelque chose qui ne le concernait pas. Elle a appris à lire ses signaux murets, à comprendre que son bonheur, s'il ne venait pas de lui, était une forme de trahison. Alors elle a enterré ses rêves, proprement, silencieusement. Elle leur a fait de belles funérailles dans le secret de son cœur. Elle a pleuré en silence la femme qu'elle aurait pu devenir, l'artiste, l'entrepreneuse, la voyageuse, la femme libre. À la place, elle est devenue celle qui fait tenir le foyer, celle qui n'a plus de désir propre, celle qui trouve son bonheur dans le bonheur des autres. Noble, dira-t-on, admirable même. Mais au fond d'elle, dans cette partie qu'elle n'ose plus écouter, quelque chose hurle encore. Parce que les rêves, même enterrés vivants, ne meurent jamais vraiment. Ils pourrissent, et leur pourriture empoisonne tout le reste. Il ne voit pas sa douleur, pas par méchanceté, par habitude. Elle est devenue si douée pour la cacher qu'il a fini par croire qu'elle n'existait pas. Chaque matin, elle enfile son masque de femme heureuse avec la même automaticité qu'elle prépare le café. Sourire, efficacité, douceur, tout va bien, toujours. Il ne voit pas les larmes qu'elle ravale pendant qu'elle fait la vaisselle. Il ne voit pas ses mains qui tremblent quand elle repasse une chemise de plus. Il ne voit pas son regard vide quand il lui raconte sa journée sans jamais lui demander la sienne. Il ne voit pas parce qu'elle a tout fait pour qu'il ne voie pas. C'est le paradoxe cruel de la femme qui porte tout. Plus elle est forte, moins on voit qu'elle s'écroule. Plus elle gère, moins on remarque le poids. Plus elle sourit, moins on questionne.
Elle est devenue une magicienne de l'invisible et maintenant elle paie le prix de son talent. Quand parfois épuisée, elle craque et ose montrer une faille, il est surpris, presque choqué. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas comme ça d'habitude. » Comme ça, c'est-à-dire humaine, c'est-à-dire fragile, c'est-à-dire vraie. Alors elle se reprend vite, s'excuse, « C'est rien, j'ai mal dormi. » Et le masque revient. L'indifférence n'est pas toujours consciente. Parfois, c'est juste l'habitude de voir quelqu'un toujours disponible, toujours présent, toujours fonctionnel. Comme on ne remarque plus les murs de sa maison, comme on oublie de remercier l'air qu'on respire. Elle est devenue l'évidence, le décor, le service permanent. Il ne la voit plus parce qu'elle est toujours là. Il ne l'entend plus parce qu'elle ne se plaint jamais. Il ne la touche plus parce qu'elle semble n'avoir besoin de rien. Elle a si bien joué son rôle de femme sans besoin qu'il a fini par y croire. Et maintenant, elle étouffe dans cette perfection qu'elle a créée. Le plus tragique, quand elle essaie de lui dire, les mots se perdent. « Je suis fatiguée » devient dans ses oreilles « elle a besoin de vitamines ». « J'ai besoin d'aide » devient « elle exagère, je fais déjà ma part ». « Je me sens seule » devient « elle est trop sensible ». Il traduit sa douleur en caprice, sa détresse en hormones, son épuisement en faiblesse passagère. Il ne voit pas qu'elle meurt à petit feu. Parce que la mort lente d'une femme qui s'oublie ne fait pas de bruit. C'est un effacement progressif, silencieux, presque poli. Et elle continue. Parce que c'est plus facile que d'essayer d'expliquer l'inexplicable à quelqu'un qui a appris à ne plus regarder. Nous n'aimons pas ce genre de film. Nous préférons rester à la maison. Nous pensons que c'est mieux comme ça. Nous, ce petit mot qui semblait si beau au début, si plein de promesses, l'union, le couple, l'équipe. Mais quelque part en chemin, ce nous a avalé son je, l'a digéré, l'a fait disparaître. Elle ne sait plus quand elle a cessé d'avoir des opinions propres. C'était progressif. D'abord, c'était plus simple de dire « nous » pour éviter les discussions. Puis, c'est devenu une habitude. Et maintenant, elle ne sait plus où elle finit et où il commence. Elle a fusionné jusqu'à disparaître. Ses amis lui demandent « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle hésite, regarde dans le vide. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle ne sait plus. Elle sait ce que nous en pensons. Elle sait ce qui ne créera pas de conflit. Elle sait ce qui maintiendra la paix. Mais sa propre voix, elle l'a oubliée quelque part entre le premier compromis et le 1000e renoncement. Le nous est devenu une dictature douce, une annexion consentie. Elle vote toujours comme lui, mange ce qu'il aime, fréquente ses amis, adopte ses horaires. Ses goûts sont devenus les siens. Ses opinions ont remplacé les siennes. Elle est devenue l'écho parfait de ses désirs à lui. Et le plus pervers, c'est qu'elle croit que c'est ça, la fusion amoureuse. Que ne faire qu'un, c'est littéralement ne plus être qu'un. Personne ne lui a dit que dans un vrai nous, les deux « je » continuent d'exister, qu'ils dansent ensemble sans se perdre, qu'ils s'unissent sans s'annuler. Elle a confondu l'amour avec la dissolution, l'harmonie avec l'effacement, la paix avec le silence de sa propre voix. Elle est devenue ventriloque de leur couple, mais c'est toujours lui qui parle à travers elle. Parfois, dans de rares moments de solitude, elle sent quelque chose remuer au fond, une envie, une préférence, une opinion qui n'est pas la sienne à lui, mais la sienne à elle. Mais c'est si ténu, si fragile qu'elle n'ose pas l'écouter. C'est plus sûr de rester dans le nous, même si ce nous l'étouffe. Le couple n'est pas censé être une soustraction, pas 1 + 1 = 1, mais 1 + 1 = quelque chose de plus grand où chacun reste entier. Mais qui le lui dira? Qui lui rappellera qu'elle a le droit d'exister en dehors du nous? Elle a oublié la couleur de ses propres pensées, le goût de ses propres désirs, la forme de ses propres rêves. Elle est devenue la moitié d'un tout qui ne lui laisse aucune place. Elle est forte, c'est ce que tout le monde dit. C'est ce qu'elle finit par croire. Tu es incroyable, je ne sais pas comment tu fais. Tu gères tout si bien, tu es un roc. Ces compliments sont devenus sa prison dorée. Parce qu'être forte, c'est ne jamais avoir le droit de faiblir. C'est porter le monde sans jamais demander qu'on nous aide à le porter. Le masque de la femme forte est le plus lourd de tous.
Il est fait de sourire quand on a envie de pleurer, de ça va quand on se noie, de solution quand on voudrait juste être consolé. Il est fait de cette capacité surhumaine à tout gérer, tout prévoir, tout absorber, sans jamais craquer, sans jamais flancher. Elle est devenue celle sur qui tout le monde compte, la fiable, l'inébranlable, la solution à tous les problèmes. Mais qui la soutient, elle? Qui voit que derrière cette force se cache une femme épuisée d'être forte? Qui comprend que sa solidité n'est qu'une façade qui menace de s'écrouler? Le problème avec le masque de la femme forte, c'est qu'il attire ceux qui cherchent une mère, pas une partenaire. Ceux qui veulent être portés, pas portés. Ceux qui confondent force et absence de besoin. Alors elle porte, encore et encore, jusqu'à ce que ses genoux tremblent sous le poids. Elle a appris très jeune qu'être vulnérable, c'était dangereux, que montrer ses failles, c'était inviter le jugement, que demander de l'aide, c'était avouer son échec. Alors elle a construit cette armure, pièce par pièce, année après année, jusqu'à oublier comment l'enlever. Dans son couple, elle est le pilier, celle qui ne craque jamais, celle qui trouve toujours une solution. Il s'est habitué à cette force, il s'y repose, il s'y abandonne. Pourquoi s'inquiéter? Elle gère toujours. Cette femme-là n'a pas besoin qu'on prenne soin d'elle, elle est le soin. Mais la nuit, quand tout le monde dort, le masque devient si lourd qu'elle étouffe. Elle voudrait le retirer, ne serait-ce qu'un instant. Respirer, être fragile, être humaine. Mais elle a peur. Peur qu'en l'enlevant, elle découvre qu'il ne reste plus rien dessous. Que la femme forte a dévoré la femme tout court. La force sans repos n'est pas de la force, c'est de la survie déguisée en puissance. C'est un mensonge qu'on se raconte pour ne pas s'effondrer. Mais tout ce qui ne peut pas plier finit par casser. Et elle est sur le point de casser. Qui lui dira qu'elle a le droit d'être faible? Que la vraie force, c'est d'oser montrer ses failles? Que demander de l'aide n'est pas un échec, mais un acte de courage? Ce qu'elle prend pour de l'amour a le goût métallique du sang d'une vieille blessure. Elle l'aime, dit-elle, mais est-ce vraiment lui qu'elle aime? Ou est-ce cette douleur familière qu'il réveille en elle? Cette sensation d'être toujours en manque, toujours en quête, toujours pas assez. C'est confortable, la souffrance qu'on connaît. C'est rassurant, le schéma qu'on répète. Il lui rappelle quelque chose, quelqu'un. Cette indifférence qui la rend folle, elle l'a déjà goûtée petite. Cette attention qu'il faut mendier, elle connaît. Ce sentiment d'exister seulement quand on se bat pour être vu, c'est inscrit dans ses cellules. Elle ne l'aime pas. Elle reconnaît la danse. Et elle danse. L'amour ne devrait pas faire si mal, ne devrait pas demander tant d'efforts, ne devrait pas ressembler à une guerre qu'on mène seule. Mais elle confond l'intensité de la douleur avec la profondeur du sentiment. Plus ça fait mal, plus ça doit être vrai, non? Plus c'est difficile, plus ça vaut la peine? Non. Elle s'accroche à lui comme on s'accroche à une bouée percée. Ça ne la sauve pas, ça la coule, mais au moins elle tient quelque chose. L'angoisse du vide est plus terrifiante que la certitude de couler. Alors, elle serre plus fort, s'enfonce plus profond. Appelle ça de l'amour. Mais l'amour ne rend pas anxieux, il apaise. L'amour ne fait pas mendier, il offre. L'amour ne diminue pas, il élève. Ce qu'elle vit, c'est une addiction à sa propre blessure, une compulsion à revivre le même abandon, le même rejet, la même quête impossible. Elle attend de lui qu'il guérisse quelque chose qu'il n'a pas cassé, qu'il remplisse un vide qu'il n'a pas créé, qu'il la sauve d'elle-même. Mais il ne peut pas, personne ne peut. Et dans cette attente impossible, elle s'épuise, se vide, se perd. Le plus tragique, c'est que tant qu'elle confondra familiarité et amour, blessure et passion, elle continuera à choisir des hommes qui la ramènent à sa douleur originelle, qui confirment ce qu'elle croit au plus profond, qu'elle ne mérite pas mieux, qu'elle doit se battre pour être aimée, qu'elle n'est pas assez. L'amour vrai ne réveille pas les vieux démons, il les endort, il ne rouvre pas les plaies, il les pense. Mais pour le reconnaître, il faudrait d'abord qu'elle accepte de lâcher cette douleur qui lui tient compagnie depuis si longtemps. Ça commence toujours par un détail, un instant volé, un éclair de lucidité. Ce matin-là, elle s'est vue dans le reflet de la cafetière, pas préparée, pas en représentation,
juste elle, et quelque chose dans ses propres yeux l'a arrêtée net, une question muette. Qu'est-ce que tu fais ? Pas ce qu'elle fait pour les autres, ce qu'elle fait d'elle, de sa vie, de ses jours qui se ressemblent tous. Le réveil ne se fait pas en fanfare, c'est plus subtil, un agacement inhabituel devant ses demandes quotidiennes, une fatigue qui ne part plus avec le sommeil, un non qui monte dans sa gorge et qu'elle ravale de moins en moins facilement. Son corps parle avant son esprit, il refuse de continuer la mascarade. Elle commence à entendre des choses qu'elle n'entendait plus, le ton condescendant quand il lui parle, le soupir agacé quand elle existe trop, l'absence de merci pour tout ce qu'elle fait. C'était déjà là avant, mais elle était trop occupée à tout tenir pour l'entendre. Maintenant, ça grince, ça racle, ça blesse. Un jour, elle se surprend à ne pas ranger immédiatement son assiette, à laisser traîner son livre ouvert sur la table, à prendre une douche plus longue que nécessaire. Des actes de rébellion minuscules, presque invisibles. Mais pour elle, c'est une révolution. Elle réapprend à prendre de la place, millimètre par millimètre. Le plus dur, c'est la culpabilité. Elle la ronge dès qu'elle ose penser à elle. Égoïste, murmure la voix dans sa tête. Mais égoïste de quoi ? De vouloir exister ? De désirer quelque chose pour elle ? De se rappeler qu'elle est un être humain avec des besoins, pas un service à domicile ? Elle commence à se poser des questions dangereuses. Et si j'étais seule, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je voulais avant tout ça ? Qui étais-je avant de devenir nous ? Les réponses sont floues, enfouies sous des années de renoncement, mais elles sont là, quelque part. Le chemin du retour vers soi est pavé de petites trahisons. Trahir l'image qu'on attend d'elle, trahir le rôle qu'elle a si bien joué, trahir cette version d'elle-même qui arrangeait tout le monde sauf elle. Chaque non est une pierre posée sur ce chemin. Chaque limite est une direction retrouvée. Elle n'est pas encore libre, mais elle n'est plus complètement perdue. Entre les deux, il y a cet espace fragile où tout peut basculer, où elle peut choisir de retourner au confort de sa prison ou continuer à marcher vers cette femme qu'elle a abandonnée il y a si longtemps. Elle, juste elle, sans masque, sans rôle, sans fonction. Terrifiante et magnifique possibilité. Elle n'est pas morte, c'est ça le miracle. Sous les couches de renoncement, sous les années de silence, sous le poids des « il faut », elle respire encore. Cette femme qu'elle était, celle qui riait trop fort, qui rêvait trop grand, qui aimait trop fort, elle n'a pas disparu. Elle s'est mise en hibernation, comme ces graines qui attendent parfois des décennies sous la terre avant de germer. Il suffit d'un peu d'eau, d'un peu de lumière, d'un peu d'espace. Elle la sent parfois bouger en elle, quand une chanson la ramène à avant, quand un parfum réveille un souvenir, quand elle croise une femme libre et que quelque chose en elle reconnaît ce qu'elle a perdu. C'est douloureux et beau à la fois, comme des membres engourdis qui reviennent à la vie. La femme sauvage en elle n'attend qu'un signal, un oui prononcé dans le secret de son cœur, un assez murmuré avec conviction, un premier pas, même tremblant, vers la sortie. Elle n'a pas besoin de tout détruire, juste de commencer à ouvrir les fenêtres, à laisser entrer l'air. Peut-être qu'elle restera, peut-être qu'elle partira, peut-être qu'elle transformera ce nous étouffant en quelque chose où elle peut respirer. L'important n'est pas la destination, c'est qu'elle se souvienne qu'elle a le choix, qu'elle a toujours eu le choix, même quand elle l'avait oublié. Réveiller la femme endormie, ce n'est pas trahir celle qu'elle est devenue, c'est les réconcilier, prendre le meilleur de sa force et y ajouter sa vérité, garder sa capacité d'aimer et y ajouter l'amour de soi, conserver sa générosité et apprendre les limites. Elle est fatiguée d'être épuisée, lasse d'être lasse, mais dans cette fatigue même, il y a l'énergie du plus jamais ça, l'élan de celle qui a touché le fond et qui sait qu'il n'y a qu'une direction possible, remonter. Certaines femmes lisent ces mots et pleurent parce qu'elles se reconnaissent, parce qu'elles savent, parce qu'au fond, elles n'attendaient qu'une permission qu'elles seules peuvent se donner, celle de revivre. Elle est toujours là, celle qui dansait, celle qui osait, celle qui était entière. Elle attend, patient, le moment où tu seras prête à la laisser revenir,
pas pour détruire ce que tu as construit, mais pour te rappeler pourquoi tu mérites mieux que survivre. Tu mérites de vivre pleinement, sauvagement, authentiquement, comme avant, mais en mieux. Parce que maintenant, tu sais le prix de ta liberté. Et ce prix-là, plus jamais tu ne le paieras. Merci d'être resté jusqu'ici. Si quelque chose t'a touché, si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'un instant, c'est peut-être le signe que quelque chose en toi demande à être entendu. Ce murmure, cette petite voix que tu étouffes depuis si longtemps, elle mérite ton attention, elle mérite ta tendresse, elle mérite que tu lui fasses de la place. Tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à porter ces masques, à jouer ces rôles, à nous perdre dans l'amour des autres. Mais nous sommes aussi des milliers à nous réveiller, à choisir autre chose, à revenir vers nous. Le chemin est long, parfois douloureux, mais chaque pas vers toi-même est une victoire. Chaque non prononcé avec amour est une libération. Chaque limite posée est un acte de résistance. Continue, pour toi, pour celle que tu étais, pour celle que tu peux encore devenir. Tu le mérites, tu l'as toujours mérité.